Madame Mariam Fri, donc, qui va nous parler de la ponction folliculaire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté Mariam. Merci, Sil Azhar. Chers consoeurs, chers confrères, permettez-moi d'abord de présenter mes vifs remerciements justement aux membres de la STGO pour cette honorable invitation. Il m'a été confié aujourd'hui d'animer un atelier sur la ponction ovocytaire. Or, je vois que parmi l'assistance, la majorité d'entre vous sont déjà spécialisés et, si je peux me permettre, connaissent très bien ce que c'est qu'une ponction ovocytaire. Donc, on va essayer de répondre à des questions pratiques qui peuvent se poser tous les jours à un ponctionneur en FIV. Alors, la ponction donc, ovocytaire, comment je peux commander? Alors, d'abord, quelle serait la voie d'abord optimale? Mais la réponse à cette question est tout à fait facile. Ce serait plutôt quand ne pas utiliser la voie d'abord classique. Alors, quel serait le meilleur matériel qui nous permettrait d'optimaliser notre recueil d'ovocytes? Quel serait le meilleur moyen d'anesthésie aujourd'hui à utiliser afin à la fois optimaliser notre recueil d'ovocytes, mais à la fois conférer la sécurité maximale à la patiente ou à la dame? Que faire devant une mauvaise surprise d'absence de retrouvailles d'ovocytes sur le liquide folliculaire qu'on a ponctionné? Comment éviter les complications et quelles seraient les précautions à prendre? Et à partir de quand on peut se permettre de dire qu'on est assez compétent pour faire une ponction ovocytaire avec le risque minimal de complications? Alors, la voie d'abord, vous l'avez bien deviné, dans les premières années qui ont permis l'obtention de la première grossesse par FIV, c'était la cœlioscopie. Cette voie est aujourd'hui complètement abandonnée et c'est la voie transvaginale aujourd'hui qui reste le gold standard, avec deux voies alternatives qui doivent être considérées aujourd'hui comme le secours à nous gynécologues quand la ponction transvaginale ne nous permet pas d'atteindre les ovaires, avec deux options: la ponction par voie transabdominale et la ponction transvésicale, avec deux sous-groupes, la transurétrale et la transabdominale. On sait aujourd'hui que la transvaginale, elle est validée en matière de supériorité en termes de recueil d'ovocytes, de taux de grossesse, de taux de naissance vivante. Mais les autres voies sont aussi équivalentes et donc on ne peut pas les dénigrer. Au contraire, il faut savoir les choisir quand il le faut. Alors, quelles sont les situations où on devrait prévoir d'utiliser ces voies? C'est lorsque les ovaires sont inaccessibles, bien sûr, à la sonde endovaginale malgré une compression abdominale et qui sont fixés. C'est le cas des femmes qui ont eu une transposition ovarienne. C'est les femmes qui ont eu, dès la naissance, des ovaires non descendus. C'est une variété certes rare, mais qui existe, qui doit être diagnostiquée dès le bilan d'exploration, dès le bilan d'infertilité et devant des ovaires très haut situés, devant l'hystérosalpingographie ou à la cœlioscopie. Il faut savoir qu'il y a une variante de, comme la non-descente des testicules chez l'homme, il y a aussi chez la femme les ovaires non descendus ou mal descendus qui restent très haut situés, en position même sous-costale. Chez les femmes aussi qui ont un syndrome de Rokitansky, qui ont des ovaires et qui sont incluses dans un programme de mère porteuse, la ponction d'ovocytes chez ces femmes-là ne sera pas par voie transvaginale, mais par voie transabdominale. Et plusieurs cas ont été publiés dans la littérature de telles situations. Alors, lorsque ces ovaires sont cachés par un obstacle
empêchant l'accès à l'ovaire et au follicule, qu'il s'agisse d'un fibrome, qu'il s'agisse d'un kyste endométriosique qu'on éviterait de ponctionner, qu'il s'agisse d'un gros hydrosalpinx qui est apparu au cours de la stimulation de la FIV ou qui a réapparu au cours de la stimulation. Ces cas-là donc, peuvent être le sujet d'une ponction transvésicale et surtout transurétrale. Parfois, dans le vagin, on peut avoir la surprise d'avoir un kyste vaginal ou un réseau vasculaire physiologique au niveau des cul-de-sac, dont la ponction va provoquer une hémorragie en cas de ponction transvaginale. Et enfin, en cas de préservation de fertilité, la question se pose de plus en plus aujourd'hui chez les femmes célibataires n'ayant pas encore commencé leur activité sexuelle. Donc, il est illogique de leur proposer une ponction transvaginale aujourd'hui. Désolée. Alors, ceci, c'est une publication d'une voie transabdominale en cas de patiente ayant un syndrome de Rokitansky. Donc, vous voyez comment la ponction se fait comme, en fait, dans les situations où on fait une amniosynthèse ou une chordosynthèse ou une réduction embryonnaire. C'est le même principe, sauf que le siège dépendra bien évidemment de la localisation des ovaires dans l'abdomen. Alors, pour la voie transvésicale, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a deux options. Et en fait, selon que la situation à laquelle on est habitué, donc chaque équipe préfère la transvésicale transurétrale ou transvésicale transabdominale. En tout cas, lorsque j'étais à l'équipe de Sousse à Farhat Hachet, la voie la plus utilisée dans notre service, c'était la voie transurétrale. C'était simple parce que la patiente était bien sûr sédatée ou sous analgésie, mais le procédé est tout à fait banal puisqu'on introduisait l'aiguille à travers une sonde de Foulet à 16 après avoir donc bien sûr vidé la vessie et irrigué par du sérum physiologique et par écoguidage transabdominal. Dans les situations où cette voie est la plus pratique par rapport à la voie transvaginale, on utilisait donc cette voie-là avec toute la simplicité du monde et sans aucune complication parce que en fait la ponction du mur postérieur de la vessie sera faite pour une seule fois. Donc dès que l'ovaire se présente au devant du bout de l'aiguille, on transperçait une seule fois pour chaque ovaire le mur postérieur de la vessie et on ponctionnait au fur et à mesure les follicules au niveau des ovaires. Alors la seule précaution, c'est que en fait, cette patiente va garder pendant quelques heures, 8 heures à 12 heures, une hématurie qu'il faudrait donc banaliser et donc rassurer la dame parce qu'elle va avoir peur de cette hématurie. Mais bien sûr, lorsque cette hématurie est abondante, il faut faire attention et se méfier d'une blessure ou une lésion importante de la vessie. Alors, pour le déroulement de la ponction transvaginale, je pense que je vais en passer, parce que, bon, c'est simple, la ponction ovocytaire, le matériel, bon, n'est pas très compliqué. Alors maintenant, on passe au choix du type de matériel. Parce que la question qui se pose actuellement, quel serait le meilleur matériel qui permettrait le meilleur recueil ovocytaire? Et nous commençons par, bien évidemment, pour chaque équipe, il y a un appareillage d'écho, il y a une sonde d'écho de 5 à 7 MHz, et avec cette sonde, il y a les guides adaptés. Donc, par rapport à ce point-là, il n'y a pas de choix à faire. Selon l'appareil d'écho que vous avez soit un guide métallique donc, qui n'est pas jetable, soit du matériel jetable. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par contre, le type d'aiguille qu'il faudrait choisir, quel serait le meilleur diamètre de l'aiguille, quelle serait la meilleure longueur, quelle aiguille conférerait moins de douleur pour la patiente. En fait, il faut savoir qu'il y a très peu d'études sur ce point-là.
Mais les quelques études qui ont été publiées ont comparé en fait au début des années des ponctions ovocytaires par voie transvaginale, les 15, 17 et 18 gauges, et ont montré très bien que en fait, plus le diamètre augmentait, donc plus on s'approchait de 15 gauges, plus la douleur était très importante, mais sans qu'il y ait une augmentation des chances de recueil ovocytaire. Donc aujourd'hui, on sait que l'aiguille standard, c'est 17 gauges, mais celle qui conférerait plus de confort pour la patiente et l'idéal, c'est celle qui aurait un diamètre externe de 18 gauges et un diamètre interne de 20 gauges. Et donc là, on parle, vous l'avez compris, d'aiguilles de double lumière. Donc, pour toutes les aiguilles, il y a toujours, bien sûr, une zone qui soit faite avec du téflon, soit avec du laser, qui permettrait l'éco-guidage. Bien évidemment, plus le matériel est sophistiqué, plus le coût est important, mais on n'a jamais démontré que le téflon ou le laser était supérieur au téflon. Donc chacun a son propre choix par rapport au type donc, de bande qui existe à la fin. L'essentiel, c'est que l'aiguille soit bien tranchante et qu'il y ait assez de matériel écogène donc, qui permettrait donc, de nous guider à l'intérieur du follicule. Qu'il y ait deux bandes, une seule bande, qu'il y ait une bande au niveau où on touche l'aiguille pour connaître l'orientation du biseau. Ça, c'est en fait, ce sont des gadgets qui permettent de mieux faciliter l'aiguille, de mieux faciliter la ponction, mais sans que ça donne des résultats au niveau du recueil. Alors, la question qui se pose réellement, est-ce qu'il faudrait choisir une aiguille simple ou double, c'est-à-dire avec un seul canal, une seule lumière, ou double, c'est-à-dire un canal interne et un canal externe. Et donc, vous avez compris qu'on parle maintenant du rinçage. Parce que le canal en fait, externe va permettre le rinçage au fur et à mesure qu'il y ait de l'aspiration. Donc, cette turbulence va essayer de disloquer le maximum possible l'ovocyte et donc d'optimaliser le recueil ovocytaire. Donc là, c'est le dernier essai qui a essayé de comparer, si vous voulez, la double lumière avec un artifice beaucoup plus sophistiqué, un robinet à commande, etc. Donc par rapport à la simple lumière, donc il n'y a pas de supériorité en termes de recueil ovocytaire, en termes de qualité d'ovocytes recueillis et en termes de taux de grossesse ou taux de naissance vivante. Donc ce sont des gadgets que les technologies actuelles sont en train d'apporter sans un bénéfice réel prouvé. Alors, ce qui nous amène à parler également de la pompe. La majorité des équipes tunisiennes n'utilisent pas la pompe, alors que quand on voit les publications, quand on voit les équipes à l'étranger, la majorité sont passées à la pompe. Donc, ici, on n'a pas trouvé de preuves ou d'evidence-based medicine qui permettent d'imposer la pompe. Mais on sait très bien que le degré de l'intensité de l'aspiration va influer la qualité des ovocytes recueillis. On sait très bien qu'un compétent ou quelqu'un qui est habitué à faire une ponction ovocytaire, c'est quelqu'un qui s'est exercé à acquérir une certaine pression avec sa main qui lui permet d'aspirer le maximum d'ovocytes avec le minimum de fractures possibles d'ovocytes. Et cette pression-là, elle est bien calculée, elle est bien connue grâce aux études chez l'animal. On sait que la meilleure pression qu'il faut exercer sur la ponction, lors de la ponction, donc la pression d'aspiration, est celle qui va donner 50 ml en 2 minutes ou 25 ml en 1 minute. C'est-à-dire quelqu'un qui va exercer une pression de plus de 25 ml par minute va fracturer ses ovocytes, aura certainement dans son recueil des ovocytes fracturés. Donc, pour les initiateurs, pour ceux qui se mettent à la ponction ovocytaire, il faut qu'ils apprennent d'abord à gérer la pression qu'ils exercent au niveau de la pression. Et cette pression manuelle s'apprend. Il faudrait qu'ils s'exercent à aspirer 50 ml de sérum physiologique à l'aide d'une seringue de 50 cc montée sur une aiguille et en 2 minutes, il doit aspirer 50 ml ou 25 ml par minute. Et c'est cette aspiration, c'est cette vitesse d'aspiration qui est adoptée dans les pompes. Donc on sait aujourd'hui
qu'une pression d'aspiration idéale pour les ovocytes matures est aux alentours de 100 mm de mercure, et plus on monte dans les pressions, plus on risque de fracturer les ovocytes. Et que pour les ovocytes immatures, il vaut mieux être dans les basses pressions, et la pression moyenne est celle de 50 mm de mercure. Donc les équipes qui se sont mises à la pompe parce qu'ils ont les moyens ou parce qu'ils ont mis tous les efforts pour homogénéiser donc, les ponctions folliculaires, c'est sur la base d'une standardisation de la pression imposée lors de la ponction pour avoir le meilleur recueil ovocytaire. Donc finalement, on se retrouve devant une littérature qui ne parle que de pompe lors des ponctions ovocytaires. En contrepartie, il y a encore beaucoup d'équipes aujourd'hui qui utilisent l'aspiration manuelle. Le plus important, c'est qu'il faut savoir qu'il y a une pression minimale, qu'il y a une façon d'aspirer et qu'il y a une certaine intensité d'aspiration qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas altérer les ovocytes recueillis. Donc il y a plusieurs, bien sûr, modèles de pompe avec plusieurs gadgets, plusieurs sets de ponctions. Chaque équipe va choisir, bien sûr, ses partenaires, mais il n'y a aucune pompe qui a prouvé sa supériorité par rapport à une autre. Alors, nous avons parlé de l'aiguille de double lumière, de la pompe. Donc, la question qui se pose fréquemment, quelle est la place aujourd'hui du flashing, du rinçage folliculaire, que ce soit aspiration-rinçage ou lorsqu'on a la pompe, donc rinçage et aspiration. Est-ce que le flashing permet de mieux recueillir les ovocytes, de recueillir plus d'ovocytes possible? Et la question serait bien évidemment plus intéressante chez les femmes qui ont très très peu de follicules, donc chez les femmes entre guillemets mauvaises répondeuses. Donc c'est une question qui a été traitée dans la dernière méta-analyse de la Cochrane de 2018. Et quand on voit les résultats, chez les femmes tout venant, qu'il s'agisse de mauvaises répondeuses ou de normaux-répondeuses, vous voyez très bien que, en fait, en termes de nombre d'ovocytes, en termes de taux de grossesse et en termes de taux de naissance vivante, il n'y a aucun bénéfice. Donc, on est en train de prolonger la durée de la ponction, on est en train d'exposer encore plus la patiente aux produits anesthésiques, de ponctionner encore plus les ovocytes, sans qu'il y ait un bénéfice réel prouvé. Alors quand on voit un peu cette méta-analyse, c'est vrai que la population étudiée, les études qu'elle a colligées, a fait, si vous voulez, mélanger le tout dans un seul sac, c'est-à-dire les normaux-répondeuses avec les hypo-répondeuses, avec les mauvaises répondeuses, avec des définitions très hétérogènes des mauvaises répondeuses, ce qui fait, ça nous met un peu le doute par rapport aux mauvaises répondeuses vraies, ou mauvaises répondeuses qui répondent réellement aux critères de mauvaises répondeuses. Cependant, quand on voit la littérature et quand on analyse le sous-groupe des mauvaises répondeuses, les 4 études publiées chez les mauvaises répondeuses ayant évalué le flashing ne concluent pas non plus à un bénéfice. Donc en attendant des études prospectives larges chez les mauvaises répondeuses vraies, le flashing actuellement n'est pas à recommander. Nous arrivons au type d'anesthésie. Quel serait le meilleur type d'anesthésie? Il y a plusieurs modalités, comme vous le savez, de type d'anesthésie. De la sédation consciente avec analgésie, au bloc paracervical, à l'anesthésie générale, à l'acupuncture, à l'électroacupuncture. Avec la combinaison de ces différentes méthodes, quel serait le meilleur moyen aujourd'hui? Alors là aussi, cette question a fait donc le sujet d'une méta-analyse en 2018 par la Cochrane, et on a conclu qu'en fait, aucune de ces méthodes n'a été supérieure à une autre. Et c'est une question de choix de chaque équipe. Toutefois, ce qui ressort de ces études-là, c'est qu'en fait, la combinaison de la sédation consciente avec analgésie, c'est-à-dire souvent c'est la pétidine et l'imidazolam, avec un bloc paracervical est meilleur que le bloc paracervical seul, ou la sédation consciente analgésie, ou l'anesthésie générale carrément. Donc, comme vous voyez ici, donc, quand on compare la sédation consciente par rapport à l'anesthésie générale, on est du côté de la sédation consciente par rapport à l'anesthésie générale, ce qui veut dire que
cette anesthésie générale ne confère pas plus d'ovocytes, plus de chances de recueillir d'ovocytes, plus de taux de grossesse, plus de taux de naissance vivante, avec le risque, comme vous le savez très bien, de l'anesthésie générale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette anesthésie générale utilise des produits également de plus en plus remis en question et qu'on continue à utiliser dans toutes les procédures de gynécologie qui durent un temps très limité, comme les petits actes de tous les jours, et qui utilisent de toute façon le propofol et le fentanyl. Il faut savoir qu'actuellement, ce qui est recommandé à l'échelle internationale, c'est d'abandonner ce propofol et l'association de fentanyl et de passer à des doses déterminées à l'avance par un logiciel ou une modélisation qui consiste en fait à faire admettre donc l'âge, l'indice de masse corporelle et le type de procédure, et on vous donne un calcul de la dose de rémifentanyl qui vous permet une analgésie instantanée, qui permet de vous dire quand est-ce que vous allez réveiller votre patiente, quand est-ce que vous allez arrêter cette sédation. Donc actuellement, ce qui est recommandé, ce ne sont plus les protocoles, même si le propofol, même si le fentanyl n'a pas montré sa toxicité sur le plan qualité ovocytaire, il faut abandonner ces types d'anesthésiques, ces types de protocoles, parce que en fait, le rémifentanyl s'avère meilleur. Alors, une très très mauvaise surprise, c'est le fait de voir le biologiste hurler « pas d'ovocytes, pas d'ovocytes, pas d'ovocytes ». Donc, il faut bien sûr s'arrêter tout de suite et revoir ce que vous avez devant vous, parce qu'a priori, c'est une femme qui a une stéroïdogénèse tout à fait normale, une croissance folliculaire normale, et vous n'arrivez pas à avoir un ovocyte dans votre recueil. Donc, il faut s'arrêter tout de suite et se dire je suis devant quelle entité. La première entité, il s'agit d'un syndrome du follicule vide vrai. La deuxième, c'est un syndrome du follicule vide faux. Alors, dans le vrai, en fait, il s'agit d'une atrésie ovocytaire précoce. Donc, quoi que vous fassiez, il n'y a pas de traitement à faire. Elle n'aura jamais d'ovocytes recueillis, cette dame. La deuxième éventualité, c'est qu'on s'est trompé dans la date ou dans l'horaire d'injection, où il y a un problème d'élimination de la CG. Donc, ce sont les faux syndromes du follicule vide. C'est pour ça que toutes les femmes, quand elles rentrent en salle de ponction, doivent avoir leur boîte d'ACG, qu'elle soit recombinante ou urinaire, sur laquelle est mentionnée la date et l'horaire de l'injection. Comme ça, on aurait au moins éliminé une partie des faux syndromes des follicules vides. Les autres, c'est le problème de faible biodisponibilité, surtout chez les femmes SEPK qui ont eu une chirurgie bariatrique et qui peuvent avoir une faible biodisponibilité d'ACG ou un problème de fabrication. Alors, que faire devant ces situations-là? Alors, s'il s'agit donc d'un faux, donc il faut réadministrer l'ACG, reponctionner 36 heures après. Sinon, dans quelques cas, il faudrait augmenter la dose. Ou récemment, on a recommandé de faire le double déclenchement avec analogue de l'agoniste, donc 40 heures avant la ponction, et ACG 6 heures avant l'administration de l'analogue à l'agoniste. Alors, pour la désinfection, pour résumer, c'est la bétadine avec rinçage ou sérum physiologique. Les deux sont équivalentes. Il n'y a pas plus de risque d'infection de l'une par rapport à l'autre si il n'y a pas d'infection vaginale en cours, ce qui fait qu'il faut toujours s'assurer de la négativité des prélèvements vaginaux endocervicaux et surtout s'assurer qu'ils soient récents. Alors, est-ce qu'il y a une place à l'antibioprophylaxie au cours de la ponction ovocytaire? Les recommandations de l'ASFAR de 2018 et les recommandations qui viennent d'être publiées en 2016, ce sont les seules recommandations quant à l'antibioprophylaxie en ponction ovocytaire. Il n'y a pas de recommandation chez les femmes tout venant. Par contre, l'antibioprophylaxie à dose de céfotaxime 2 grammes IV en per-ponction doit être donnée chez les femmes qui ont un antécédent d'infection, d'un syndrome inflammatoire pelvien, d'endométriose, de péritonite appendiculaire, d'antécédents de chirurgie ou de pelvis adhérentielle, ou s'il y a bien sûr une ponction accidentelle de l'endométrium au cours de la ponction.
Alors, j'arrive à la dernière partie, qui est ce sont les complications, qui sont dominées essentiellement par le saignement, qu'il soit vaginal ou intrapelvien, et qu'il faudrait surtout surveiller dans les quelques heures qui suivent l'opération, donc la procédure. Les complications infectieuses et les complications anesthésiques, il faut toujours se rappeler du risque de bronchospasme et de complications fatales chez les femmes en ponction ovocitaire, surtout lorsque l'anesthésie locale ou un bloc paracervical très mal préparé. Donc il faut savoir éviter ces complications fâcheuses. Alors l'élément le plus important dans ces complications, parmi l'âge, le nombre d'ovocytes recueillis, la durée de la ponction, reste l'expérience du chirurgien. Donc vous voyez ici comment l'expérience est pour beaucoup. Alors si dans les recommandations de la SRM 2008, on recommande 20 ponctions supervisées pour pouvoir faire une ponction ovocitaire, dans cet article de 2018, il recommande 250 ponctions ovocitaires pour diminuer le risque de complications le maximum possible. Donc le but n'est pas de pouvoir recueillir les ovocytes, mais de les recueillir avec le minimum de complications possible. Et donc pour dire aujourd'hui que je peux faire une ponction ovocitaire, il faudrait au préalable avoir fait 250 ponctions ovocitaires. Mariam, si on est arrivé aux complications, c'est que probablement on conclut, c'est ça? Pour conclure, voilà. Donc, la ponction ovocitaire, donc, c'est une procédure simple et efficace. Elle est certes réputée à bas risque, mais elle peut exposer à des complications graves, dont la mortalité. Et vous savez très bien qu'il y a quelques années, il y a une dame qui est morte d'une ponction ovocitaire dans une des cliniques privées à Tunis. Et il y a 2 décès qui ont été publiés dans la littérature quant à une ponction ovocitaire. Ce qui fait que le respect des courbes d'apprentissage reste très important. Je vous remercie. Merci, Dr. Fouquet, pour cette claire présentation. Donc, on va donner peut-être 2 questions à la salle. Alors, merci pour cette présentation. Je voudrais faire juste 2 petites remarques, si vous permettez. Alors, c'est une ponction pas transurétrale. Il faut faire attention, c'est une périurétrale transvésicale. Il ne faut pas transpercer l'urètre, sinon, donc c'est une périurétrale transvésicale. Et je pense qu'il ne faut pas essayer de la vendre comme une ponction à la noix. C'est un peu compliqué. On en a fait à peu près 150 à l'hôpital avec Mohamed quand on a commencé la préservation de la fertilité. Certes, ce n'est pas un geste très difficile, mais il faut faire attention. Il ne faut pas ponctionner une seule fois l'ovaire parce que ça risque de le tordre. Donc on peut sortir et réentrer plusieurs fois pour les follicules. Le problème, c'est que les follicules qui sont loin sont vraiment en contact avec les vaisseaux hypogastriques. Donc pour ça, il faut faire attention. Donc il ne faut pas la vendre comme c'est une ponction qu'il faut bien gérer. C'est la technique que nous avons adoptée donc, au centre de maternité de Farhat Rachid. Merci. Et je suis un peu intrigué par les 50 ml par 2 minutes. Est-ce qu'il y a des références pour ça? Oui, tout à fait. Oui. Parce que quand on fait la ponction, en tout cas quand je fais la ponction, j'ai l'impression d'avoir à peu près 10 millilitres en 10 secondes, 15 secondes. Et je pense que je n'ai pas beaucoup de fracturés, parce que 50 millilitres par 2 minutes, ça veut dire que la seringue de 20, ça va nous prendre 1 minute. C'est une seringue de 50 que vous devez utiliser pour l'apprentissage. Donc ça, c'est l'apprentissage, ce n'est pas la pratique. C'est pour vous habituer à avoir la sensation de la pression que vous devez appliquer à la pression d'aspiration habituelle. Donc, pour aspirer, il faut... Et en fait, ça a été évalué à partir d'études animales. Et ça a été reporté par la suite pour calculer en fait les pressions d'aspiration à la pompe. En tout cas, c'est intéressant de voir. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui. Docteur Boussaada, bonjour. Pardon de poser cette question. Ça peut sembler hors sujet. Dans de rares cas où il y a des kystes endométriosiques, quand est-ce que vous ponctionnez ces kystes-là en cours de la ponction, en cours de la simulation? Est-ce que c'est en tout début de la simulation ou à la fin? Autre question, est-ce que vous changez, si on choisit de ponctionner en cours donc à la fin de la simulation, est-ce qu'il faut changer d'aiguille une fois on a ponctionné
les kystes endométriosiques? Merci d'abord pour votre question. C'est une question tout à fait pertinente. En fait, on essaye d'éviter au maximum possible de ponctionner les kystes endométriosiques. Si jamais il y a une ponction accidentelle, c'est vrai qu'on essaie de rincer l'aiguille de ponction au milieu de culture que nous avons souvent sur la table de matériel. Et le réflexe serait aussi de donner tout de suite une antibioprophylaxie par ponction. Donc on essaye d'éviter le maximum possible. On ne ponctionne ni avant ni en paire. Mais si on est obligé de passer à travers, parce qu'on ne peut pas autrement pour aller récupérer les ovocytes, ben bien sûr on rincera l'aiguille de ponction et on donnera une antibioprophylaxie. Merci. J'aurais une question moi-même. Merci, je suis là. Comment tu vas? Donc ma question c'était justement par rapport à ce qui a été cité, par rapport à l'empty follicle syndrome et par rapport au rinçage. La question, c'est justement quand le biologiste a le réflexe de crier, et ça n'arrive pas toujours, attention, follicule vide, avant qu'on ne finisse de tout vider, est-ce qu'il n'y a pas de place ici justement au rinçage, en se disant c'est peut-être des CCO, des complexes qui ne sont pas détachés justement, et que le fait de rincer ici, ça pourrait apporter un plus? Alors en fait, il faut faire attention parce que ce rinçage va altérer de toute façon votre follicule, va donner une fonction endocrine par la suite tout à fait impropre à la phase lutéale et ça ne va pas vous ramener plus d'ovocytes de bonne qualité. Donc la question est actuellement un peu claire, je dis bien un peu parce qu'il n'y a pas assez d'essais prospectifs randomisés, mais aller farfouiller, entre guillemets, je m'excuse pour le terme, le follicule alors que vous avez bien aspiré et vous n'avez pas de souci de ponction, ne sert absolument à rien. Encore plus si on a envie de faire le rinçage. Pour les gens qui sont convaincus du rinçage, moi je pense que si on veut faire le rinçage, il faut une aiguille double lumière. On n'a pas le droit de faire un rinçage si on a une aiguille avec une seule lumière. Parce qu'il se peut que le follicule, que l'ovocyte, il est déjà aspiré, il est dans l'aiguille. Et il va faire le va-et-vient, et c'est mauvais de faire un rinçage avec une aiguille avec une seule lumière. Oui, je pense que c'est la dernière question. Merci. Est-ce que dans votre expérience personnelle, vous avez l'habitude de faire une aspiration à la fin de la ponction avec un milieu... Il faut toujours la faire. Toujours. Il faut toujours la faire. Bien.